D'abord, je me réjouis beaucoup de vous retrouver, au moins beaucoup parmi vous. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'on a pris l'habitude d'explorer un certain nombre de réalités de par le monde. Ça a été pendant pas mal de temps autour des questions touchant davantage à l'Asie-Pacifique. Et puis, depuis l'an dernier, de regarder un certain nombre de choses dans notre bonne vieille Europe. Nous avons plutôt exploré des étapes de la construction européenne l'année dernière. Vous avez vu que c'est un long cheminement d'en arriver à notre Union européenne. À partir de cette année, pour un nombre de conférences un peu plus limité, nous nous tiendrons bien davantage sur des questions de géopolitique et notamment, parce que c'est un sujet majeur aujourd'hui, sur des questions de géopolitique, de défense et de sécurité. Alors, comme il y a parfois une petite page de pub au début des séquences, alors j'ai un document que m'avait très aimablement prêté José Serrano. Je ne vois pas, comme vous êtes nombreux, je n'arrive pas à voir tout le monde. Ah, tout à l'heure, il est ici, pourtant il était juste devant moi, un document très intéressant sur l'Asie du Sud-Est et sur le Vietnam. Voilà, il va retrouver son légitime propriétaire. Quand j'ai vu le temps ce matin, je me suis dit, ils vont être tous en montagne et ils auraient bien raison. Ben non, je crois que vous êtes venus nombreux. Donc on va tout de suite démarrer avec notre sujet du jour. Alors je m'étais promis d'écrire beaucoup moins de choses sur mes diapos, et puis vous voyez que dès la première, j'ai pas tout à fait tenu mon engagement. Bon, j'essaye de faire des progrès, mais j'ai du mal. Par la suite, j'essaierai d'écrire moins de choses. Là, c'est une diapo introductive sur l'Union européenne et la politique de défense. Et la question, c'est comment on va traiter ça, autour de quelles problématiques, sur un sujet qui est vaste, bien sûr, qui est assez complexe, il n'y a pas de doute, et il l'est peut-être encore un peu plus depuis 48 heures, qui est évolutif, comme celui-ci que nous avons retenu en premier, qui va représenter quand même une grosse partie de notre thème cette année. Alors, il y a d'autres manières possibles de traiter un tel sujet, et vous le verrez dans la littérature, je vous proposerai quelques ouvrages, de le traiter. Bon, alors avant de proposer quelques titres, je vais vous proposer de voir quelques petites données, également quelques points de vue, sans occulter des questions liées à l'élection du président Donald Trump. On nous en a tellement rebattu les oreilles depuis des jours et des jours qu'on va passer extrêmement vite. C'est un point de vue, c'est peut-être pas le vôtre, mais que je me limiterai à juste quelques questions par rapport à notre sujet et rien de plus. Les questions qu'on va voir au fur et à mesure de cette année, par rapport encore une fois à notre sujet, c'est quid quant à la pérennité des institutions communes de défense et bien sûr, vous pensez au premier chef à l'OTAN. Est-ce qu'on va, comme annoncé à plusieurs reprises pendant la campagne, vers davantage d'isolationnisme de la part de la nouvelle administration américaine qui va se mettre en place? Voilà, on le met avec un point d'interrogation. On aura une autre question qui va un peu dans le même sens. C'est quant aux priorités de politique de défense de cette nouvelle administration américaine. Il s'est beaucoup dit qu'elle se tournerait davantage vers l'Asie-Pacifique, vers le grand rival chinois. Là aussi, on va le mettre avec un point d'interrogation. C'est pas notre sujet de cette année, mais on verra que peut-être chemin faisant, ça pourra avoir quelques implications par rapport à ce que nous allons traiter. Question encore quant au soutien à l'Ukraine et notamment au soutien en armement et éventuellement aux pressions qui pourraient être exercées sur ce pays pour l'inciter à négocier dans quel sens. Là encore, nous n'avons pas, ni vous ni moi, de réponse précise. On se contente pour aujourd'hui de pointer une question. Et puis quid enfin quant aux relations avec l'Union européenne? Alors je n'aborde pas, bien sûr, cette question sous l'angle des relations économiques et commerciales. C'est pas notre objet
dans le cadre de secours cette année, mais plutôt dans le cadre des relations de sécurité et de défense. Bon, voilà, on va s'arrêter là par rapport à cette actualité immédiate et simplement, on va noter ensemble que c'est des choses qu'on aura à analyser chemin faisant au cours de l'année, à l'aune, bien sûr, des conséquences de ce changement, le passage de l'administration démocrate qu'on avait connue jusque-là à l'administration républicaine. Voilà. Alors, quelquefois une photo, ça en dit plus qu'un long discours. Vous avez une photo qui est toute récente, elle a une semaine, et peut-être vous reconnaissez la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, qui rend visite au président Zelensky. Pardon, j'ai failli. Quel lapsus! C'est pas demain que vous la verrez rendre visite à Moscou, hein. Vu les propos et les options qui sont les siennes, c'est un fort soutien de l'Ukraine. Mais néanmoins, alors est-ce qu'elle savait il y a 6 jours, puisque la photo date de ce moment-là, ni les résultats outre-Atlantique, c'est pas le sujet, mais est-ce qu'elle savait que son pays allait connaître une évolution très forte, puisque vous avez appris hier que la coalition allemande c'est pas dissoute, mais en tous les cas que la minorité des 3 composantes, c'est-à-dire la minorité libérale avec le ministre des Finances, a démissionné, ou tout au moins que le chancelier l'a poussé un peu dehors. Hein. Bon, alors ça fait une coalition qui est fragile, mais ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est, vous voyez au fond, regardez bien le visage de Annalena Baerbock, c'est tout on pourrait dire, cher ami, voilà la situation, hein. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous, je vous aime bien en clair, mais voilà la situation. Le chancelier qui dirige la coalition, il n'est pas pour votre entrée dans l'OTAN, il n'est pas pour vous livrer des missiles de longue portée qui vous mettraient à l'abri d'envoi de fusées de longue portée russes. Bon, voilà, donc je vous fais part de ma sympathie, de mon amitié, et puis à la limite, c'est presque le président ukrainien qui serait là pour lui dire « mais je vous comprends », voilà. Hein. Alors rentrons dans quelques ouvrages. Alors tout de suite, un point important à vous dire, Jean-François n'est pas là, je vais en profiter, il n'y aura pas 100 titres d'ouvrages. Je lis sur vos visages une intense déception. Voilà, il y en aura moins. Et puis, sur un sujet comme ça, c'est pas évident d'écrire, hein, parce que quand la page est terminée et que vous passez à la page suivante, votre page d'écriture, elle est déjà un peu dépassée. Alors, à preuve, un gros bouquin classique. Alors, vous le trouverez difficilement en librairie. Il n'est pas si vieux que ça. Il date de 2017, d'André Dumoulin et Nicolas Gros. Bon, c'est un classique du genre. La politique européenne et de sécurité et de défense commune, parce que l'Europe vaut bien d'être défendue. Alors, c'est un beau titre. Mais aujourd'hui, n'allez pas le chercher. D'abord, il coûte très cher, plus de 50 €. Je crois que vous pourrez utiliser mieux votre argent pour d'autres ouvrages que celui-ci. Mais c'est manière de souligner combien il est difficile d'avoir, au fur et à mesure qu'il y a de la bibliographie qui sort, des titres qui correspondent à des choses très actuelles. Là, en voilà encore un titre d'un auteur que j'aime beaucoup, mais le titre est intéressant, mais la date, vous voyez bien que c'est derrière nous. C'est Jean-Dominique Merchet, qui est un politologue assez connu. Bon, c'est peut-être pas votre livre de chevet tous les soirs, mais il a écrit un livre en 2009 qui s'appelle « Défense, alors pour l'Union européenne, la grande illusion ». Il vient de sortir en 2024 un titre et un livre, j'ai lu que les bonnes feuilles, je ne l'ai pas lu en entier, qui s'appelle « Sommes-nous prêts à faire la guerre ?» Un peu inquiétant comme titre d'ouvrage. Mais en même temps, Jean-Dominique Merchet, c'est un politologue qui ne raconte pas n'importe quoi. C'est pas un va-t-en guerre ni tout ça. Bon, c'est un auteur qui a droit à un certain respect.
Dans la même veine, je vous signale aussi Thomas Gomard. Thomas Gomard, c'est le directeur de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. C'est un organisme qui publie beaucoup d'études de grande qualité, bon, avec des enseignants-chercheurs qui font du bon boulot. Thomas Gomard ne confondait pas avec un homonyme qui est le général Gomard, qui, depuis qu'il était à la retraite, s'est lancé un peu en politique. J'ai lu 3 ou 4 feuilles de lui, c'est pas du tout du même niveau. Loin de moi d'être antimilitariste, mais là, en l'occurrence, prenez plutôt Thomas Gomard, hein, c'est bon. Voilà, alors son ouvrage, ça s'appelle L'accélération de l'histoire, et là aussi, il y a un regard assez actuel et très pertinent sur ce qu'on est en train de vivre de manière tout à fait contemporaine et aux grandes questions qui se posent. L'avantage de ce livre de Thomas Gomard, c'est que je crois que ça ne doit pas dépasser 200 pages, donc ce qui est un format raisonnable. Bon, si on a quelques insomnies, en 2 ou 3 nuits, c'est lui à peu près. Hein. Bon. Nicole Nesotto, c'est la directrice adjointe de l'Institut Jacques Delors. L'Institut Jacques Delors, c'est aussi une institution qui fait du très bon travail, beaucoup d'études très sérieuses qui sortent. Et l'avantage en plus, comme d'autres qu'on va citer ensuite, c'est qu'ils publient en langue française, en anglais aussi, mais autant qu'à faire, autant lire en anglais puisque c'est disponible. Elle écrit parfois avec Pascal Lamy. Pascal Lamy, pour le situer, c'est l'ancien directeur de cabinet de Jacques Delors et il a été directeur de l'Organisation mondiale du commerce. Hein, un homme de grande qualité humaine, bon, quelqu'un de vraiment sympathique, compétent, un grand bonhomme. Hein, voilà. Elsa Bernard, je ne l'ai pas effacé, vous l'effacez tout de suite, hein, ne le marquez pas. Il n'est pas encore sorti, il va sortir dans quelques jours. Alors pourquoi j'ai effacé? Le bouquin va faire un peu plus de 1600 pages. Bon, c'est l'œuvre d'une équipe de juristes qui analyse tous les traités à l'aune des politiques de défense. Donc là, sauf si vraiment, là encore, vous souffrez d'insomnie, à la 3e page, vous dormirez du sommeil du juste. Donc écartez ça tout de suite, je n'avais pas encore vu exactement de quoi il était question, oubliez le titre. 2 ouvrages assez récents pour Sylvie Kaufmann. Sylvie Kaufmann a un ouvrage qui avait fait pas mal de bruit, c'est sorti il y a 2 ans je crois à peu près, qui s'intitule Les Aveuglés. Les Aveuglés, ça s'appelle en sous-titre, je crois que ça résume bien, Comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Et c'est une recension des événements à partir des événements de Crimée en 2014 et de la présence des troupes russes dans la partie orientale de l'Ukraine, c'est-à-dire dans le Donbass. Sylvie Kaufmann, en plus, elle a une très belle plume. Bon, c'est bien. Un ouvrage plus récent, dans la même veine, de Elsa Vidal. Elsa Vidal, elle a l'avantage de connaître très bien la culture russe et la culture ukrainienne. Elle a vécu dans les 2 pays, elle parle couramment les 2 langues. Vous la voyez parfois sur certains plateaux où elle fait parfois des émissions sur France Culture, parfois avec Pascal Boniface, qui est quelqu'un assez connu aussi comme politologue. Et là, c'est un peu dans le même genre. C'est un livre qu'elle a intitulé « La fascination russe ». Et là, c'est vu davantage sur le temps long. C'est de regarder la politique française et qu'elle a intitulé « 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie ». Donc finalement, en faisant remonter tout de suite dès les années Elstine, hein, pratiquement, et elle pointe du doigt des tendances complaisantes de la part de certaines administrations et de certains présidents, commencé par le président Jacques Chirac, un peu du président Nicolas Sarkozy, et jusqu'à l'actuel président. Qu'est-ce qu'on peut citer? Bon, vous allez trouver qu'il y a déjà quelques bonnes feuilles. Pierre Durieux, qui est un diplomate, qui était ambassadeur dans plusieurs pays. Alors vous allez dire, mais Bruno Morin, là, il s'est trompé, c'est pas le sujet, géopolitique des relations russo-chinoises 2024. Alors pourquoi je le mets? Si éventuellement vous voyez parfois des papiers de Pierre Durieux, c'est bien.
Et là, quand il aborde les relations russo-chinoises, il le fait de manière globale, c'est-à-dire qu'en réalité, il regarde les relations russo-chinoises à l'aune de relations qui touchent l'Europe et qui touchent aussi les États-Unis d'Amérique. Deux auteurs italiens qui comptent aujourd'hui, alors on reparlera plus tard du rapport de Draghi, un sujet très important, le rapport qui a été remis à la Commission il y a juste quelques semaines à peine. Et là je prends celui de son confrère Enrico Letta, qui est un très bel ouvrage qui est sorti il y a 8 ou 10 jours, pas plus. Alors moi j'ai de l'appareil, j'ai pris les bonnes feuilles, je n'ai pas lu en entier. C'est des idées nouvelles pour l'Europe. C'est assez frappant de voir qu'à des moments de l'histoire où c'est un peu compliqué dans la vie européenne, dans la vie de l'Union européenne, que les relations sont tendues, il y a des hommes qui nous sortent des propos, des ouvrages, des papiers qui tiennent la route. Bon, alors Draghi, c'est évident, son rapport est de grande qualité, on en parlera plus tard, mais c'est le cas aussi d'Enrico Letta. Alors là, vous allez reconnaître, on le voit au moins, oui, à peu près, c'est pas terrible comme qualité. Au centre, c'est un livre que je vous avais cité à plusieurs reprises l'année dernière. Alors, il s'agit de Sylvain Kahn. Bon, alors Sylvain Kahn, Sciences Po, Géo, Histoire, donc évidemment, je peux en dire que du bien, c'est évident. Il a le livre de base, c'est l'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945. Ça, c'est le livre de chevet que vous avez depuis l'an dernier et qui ne vous quitte plus, ça j'en suis sûr. Oui. Et donc, il reste complètement pertinent. Seulement, le problème, c'est que au PUF, quand Sylvain Kahn l'a sorti, on était en décembre 2021 ou janvier 2022. Donc, vous voyez, la date d'édition, c'était pas top par rapport à ce qui se passe en février 2022. Bon. Donc, du coup, il a sorti un petit complément, si on peut l'appeler ainsi, l'Europe face à l'Ukraine. Alors, très bon complément, il n'y a qu'un problème, c'est le titre. Le titre qui ne convient pas du tout. Alors, Dieu sait que j'ai beaucoup d'estime pour Sylvain Kahn, mais là, c'est pas le titre qui convient, c'est l'Europe avec l'Ukraine, ou à la limite, l'Europe face à la Russie, mais c'est pas l'Europe face à l'Ukraine. Ça n'a pas de sens, ce titre-là. Ceci étant, vous mettez un coup de feutre sur la page de garde, et le livre est très bon quand même. Voilà, Sylvain Kahn. Dans les rapports de la Fondation Robert Schuman, qu'on citera à plusieurs reprises, je vous indique le dernier, le rapport Schuman sur l'Europe, celui de 2024. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur ces rapports? Il y en a un qui sort chaque année. Alors, il y a du beau monde qui écrit, il y a un article d'Emmanuel Macron, il y en a un de Ursula von der Leyen, il y en a un de la présidente du Parlement, etc. Bon, il y a du beau monde, et en même temps, vous verrez, si vous lisez, parce qu'il y a beaucoup de bons papiers quand même, un petit peu de déception, quoi. C'est pas langue de bois, mais un petit peu quand même, quoi. C'est-à-dire, voilà, ce qui est fait, c'est bien fait dans le sens de la construction de l'Europe, etc. Il y a pas, parfois, de la part de certains de ces auteurs qui sont en situation de responsabilité, ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire un regard un peu plus distancié, un peu plus critique. C'est pas facile pour eux. Mettez-vous à la place, là, l'écrivain qui est en bandeau, là, entretien avec Emmanuel Macron. C'est pas par rapport à son tempérament, mais on le voit difficilement critiquer sa propre action au sein de l'Union européenne. Non, c'est clair. Bon. Alors, les ouvrages, on les laisse. Vous voyez qu'il y a quand même de la lecture, même si on n'arrive pas à son titre. Je vous conseille peut-être davantage des études beaucoup plus courtes, qui vous prendront moins de temps, et qui sont sur des sites qui sont pour certains de très grande qualité. De grande qualité. Donc, il vaut mieux, si vous avez un peu de temps, prendre une petite étude, ne serait-ce que de 5-6 pages sur l'un de ces sites, plutôt que de vous encombrer avec un ouvrage qui est trop long et que vous allez trouver au bout d'un moment un peu fastidieux. Bon.
surtout. Si vous avez envie, n'hésitez pas de vous plonger dans un ouvrage, c'est bien, mais si à un moment vous hésitez, allez plutôt dans le sens de ces différentes propositions. Alors je ne vais pas les prendre tout à fait dans l'ordre pour une raison que vous allez voir avec la diapo suivante. À nos pays voisins, on va commencer tout honneur en démarrant avec eux, le Kiel Institute, qui est un institut allemand. Alors, il a un inconvénient, c'est qu'il ne publie pas en français. Bon, alors, il publie en anglais, si vous avez envie. Alors, c'est un peu dommage parce que c'est probablement l'institut de référence en Europe. Bon, j'en ai parlé avec un de mes fils qui vit en Allemagne depuis des années et des années. Il m'a dit « le Kiel Institute, c'est formidable, ça fait autorité ». Je lui ai dit « oui, d'accord, mais moi je parle pas allemand comme toi ». Bon, alors il y a quand même un point qui est intéressant, c'est que comme c'est une très belle source, c'est souvent traduit. Donc, des auteurs français, vous verrez, source ou référence Kiel Institute. Donc là, vous savez, en voyant la référence, que c'est une bonne source. D'accord ? De même pour le CIPRI. CIPRI, c'est le Stockholm International Peace Research Institute. Là aussi, il ne publie pas en français, suédois sûrement, en anglais il publie. Et il y a beaucoup d'études qui font référence à cet institut qui a une grande autorité. Voilà pour nos voisins européens. Alors, en remontant, les sites de la Commission et du Parlement, il y a des choses très bien dans ces sites. Et avec des informations qui sont fiables, simplement, quand vous regardez site de la Commission et site du Parlement, vous savez que c'est le site de l'institution, commission ou du Parlement. Donc, c'est pas forcément un site où vous allez avoir beaucoup de textes qui sont la critique systématique du travail du Parlement. Bon. Donc, mais une fois que vous avez bien repéré d'où ça vient, de même que quand vous allez sur gouv.fr, vous savez que c'est la voix du gouvernement. C'est normal. Il n'y a nulle critique à avoir. On sait que c'est la parole du gouvernement français. Là, c'est la même chose. Alors, on remonte. L'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, c'est un institut qui publie de bonnes choses, même de très bonnes parfois. Si on le classait sur un échiquier des idées, l'Institut Montaigne, il serait plutôt tendance assez libérale, un peu à droite, assez proche de certains milieux économiques, de l'entreprise également. Mais une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas que, bien au contraire, il y a des travaux de grande qualité qui sont faits aussi dans ce cadre-là, y compris sur les sujets qui sont les nôtres. C'est pas uniquement un site où vous allez trouver uniquement des analyses bancaires, financières et autres. L'Institut Jacques Delors, je l'ai déjà cité, c'est super. Bon, on sent qu'ils sont dans l'esprit de Jacques Delors, ils le maintiennent bien. Et avec l'Institut Jacques Delors, au sein dans son comité de direction, a des personnes venues un peu de plusieurs pays d'Europe qui ont tous eu, s'ils sont déjà un peu âgés, qu'ils ont connu Jacques Delors, une grande estime et amitié pour lui, mais même dans la plus jeune génération, des gens qui se sont imprégnés un peu de l'esprit de celui de Jacques Delors, ce grand président de commission qui a été en place pendant 10 ans, 2 mandats. Alors là, c'est pas la même chose, c'est à la documentation française, j'aurais pu le mettre ailleurs. La documentation française publie chaque année un petit ouvrage qui s'adresse à des étudiants, donc à vous. Mais oui, et à des étudiants qui passent des concours. Donc voilà, pour l'épreuve qui vous attend au mois de juin, ça peut être utile. Qu'est-ce que je dis ? Non, moi je vais oublier. Donc c'est plutôt pour les
les étudiants qui préparent des concours de catégorie A de la fonction publique, par exemple. Donc c'est un condensé des institutions européennes et des politiques publiques européennes. Donc il n'y a pas grand-chose sur l'aspect politique publique dans le domaine de la défense et de la sécurité. Par contre, c'est un très bon résumé pour qui voudrait se remettre un peu à la base des institutions européennes. Voilà. Et puis ça a un avantage, c'est que ça ne coûte que 13 €. Je fais un peu de pub pour la documentation française. Et puis les deux dernières, toujours du bien, au même titre que pour l'Institut Jacques Delors, c'est la Fondation Jean Jaurès. Alors autant j'ai dit que pour l'Institut Montaigne, c'était plutôt un petit peu à droite. Pour Jean Jaurès, c'est plutôt un peu teinté à gauche. Il y a pas mal de gens qui seraient une tendance, quand on regarde les écrits de près, on va dire tendance plutôt socialiste, mais avec une idée plutôt social-démocratie. Ceux qui écrivent dans la Fondation Jean Jaurès, vous n'avez pas beaucoup de France insoumise, quoi, pour être clair. Et puis la Fondation Robert Schuman. La Fondation Robert Schuman, comme Jacques Delors, très marquée par l'esprit un peu de ce père fondateur, avec un président qui est quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Jean-Dominique Giuliani. Parfois vous pouvez l'écouter pour certaines émissions. C'est un homme très pondéré, un sage en quelque sorte. Et alors pourquoi je vous l'ai mis? Eh bien parce que il y a 6 jours, son édito, je l'ai relu à 2 fois, m'a complètement, enfin pas complètement, mais un peu surpris. Et je vous le lis, enfin lisons-le ensemble. C'est une expression de quelqu'un qui est réellement inquiet. Réellement inquiet. Alors je n'ai pris que 6 lignes. Vous trouverez en rentrant chez vous, après la conférence sur l'Iran, bien sûr, le texte complet. J'ai demandé à l'UTL, parce que comme je suis nul en informatique, je ne saurais pas vous l'envoyer directement, l'édito qui doit faire à peu près 1 page et demie. Alors, n'allez pas tout de suite regarder sur votre smartphone, ça n'y est pas encore, mais ça y sera. Cette attitude de ne pas vouloir l'escalade, alors l'escalade en termes de sécurité et de défense, en réserve l'usage à nos adversaires, la provoque à coup sûr, et entraîne peu à peu l'Occident vers des conflits ouverts de plus en plus inévitables. Je me suis pincé à 2-3 fois, c'est vraiment pas le style habituel de Giuliani. Je me suis dit que s'il écrivait ça, il y avait des motifs sérieux, qu'il se pose des questions quant au monde dans lequel nous baignons aujourd'hui. Ça date d'avant les résultats des élections. Une fois encore, l'Europe se retrouve au cœur d'une situation conflictuelle qu'elle ne veut pas et qui s'impose à elle. Je vous laisse un peu méditer sur ces quelques lignes, pas pour qu'on s'affole inutilement, c'est pas mon propos, mais pour qu'on se dise, tiens, là, il se passe effectivement des choses qui sont là pour un peu nous alerter. Autrement dit, quand on étudie les politiques de sécurité et de défense en Europe, on touche à des questions qui sont sensibles, qui sont difficiles, et qui ne sont pas pour nous montrer une vie européenne comme un long fleuve tranquille, sans problème. Voilà. Ça va? On continue? Pour finir avec la documentation, avant de voir la problématique sur laquelle on va travailler, sur vos moteurs de recherche, à la limite, je ne veux pas du tout vous infantiliser, c'est pas mon propos, mais parfois il faut faire preuve d'un peu de discernement et d'attention, parce que si vous tapez quelque chose de très banal sur offensive russe en Ukraine ou des choses comme ça, il y a des sites où c'est tellement évident que vous n'avez pas besoin d'y passer longtemps pour comprendre d'où ça vient. Le site Sputnik, qui théoriquement avait été interdit en Europe, en réalité, sur n'importe quel moteur de recherche, vous ne mettrez pas 30 secondes pour y avoir accès, y compris en français. Ce site-là, c'est clair, c'est la voix de son maître. Donc c'est Poutine, ou tout au moins son administration, qui parle. Donc quand vous lisez ça, vous savez, alors ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter systématiquement, c'est pas ça, mais vous savez qui parle. Donc. Pour d'autres sites qui ne sont pas connus,
ça mérite parfois d'être un peu attentif à qui publie et quelle est la ligne. Bon, vous avez un site qui a déjà une vingtaine d'années d'âge, au début qui était un type de journalisme participatif qui était une expérience assez originale et intéressante au départ, mais qui a sombré au bout de quelques années dans un peu soit du complotisme ou du conspirationnisme, et qui est devenu fondamentalement anti-européen, qui s'appelle Agoravox. C'est un site qui passe son temps à casser du sucre sur notamment toutes les initiatives de la Commission, et parfois en diffusant d'ailleurs des fausses nouvelles. Je vous en donne 5 lignes, vous allez voir. Ah, j'ai pas les bonnes lunettes. Ursula von der Leyen a pris le contrôle total de l'organe exécutif de l'UE. Alors, l'organe exécutif de l'UE, même si la Commission joue un grand rôle, ça ne veut pas dire que c'est le seul organe exécutif. Il y a un Conseil européen, Elle n'a pas été élue par les habitants des pays de l'UE. Non, les procédures ne prévoient pas que c'est les habitants de l'UE qui l'élisent. Et c'est pourtant elle qui a choisi les autres commissaires européens. Alors, l'auteur, évidemment, il ne connaît pas les procédures pour dire ça. C'est le coup d'État le plus parfait réalisé sous le couvert de la démocratie. Coup d'État, on n'y va pas par 4 chemins. Tous les pays de l'UE sont tenus en laisse par la présidente de la Commission européenne qui s'arroge le rôle de présidente de l'UE et de tous les États européens, en cultivant des liens de copinage, de connivence entre hauts fonctionnaires et lobbyistes privés. Alors on peut avoir l'opinion qu'on veut à l'égard de la Commission, des commissaires et de sa présidente, mais vous voyez qu'il y a des sites, alors là ils font pas dans la nuance, c'est clair, mais parfois c'est un petit peu plus subtil. Donc quand vous avez un site pas très connu, toujours se dire mais qui parle, quelle est la ligne éditoriale, d'où ça vient, et pour pas parfois se faire un peu piéger dans ces cas-là. Bon, au fur et à mesure qu'on avancera, je crois que le plus simple, c'est vous en parler entre vous, des papiers de bonne qualité que vous avez vus, et puis moi je vous en signalerai par-ci par-là des choses qui me semblent mériter l'attention. Pour terminer avec cet avant-propos et avant de rentrer dans la problématique, alors quelques petites données pour voir dans quel monde nous sommes aujourd'hui, rapidement. La première chose que vous voyez sur ce document, c'est l'affirmation, le titre est bien explicite. Ça va, même au fond, vous arrivez à lire à peu près? Oui. Bon, le monde se réarme. À grande vitesse, je mets un tout petit bémol. Bon, vous voyez une évolution de 80% entre 2002 et 2022. Pourquoi un petit bémol? Parce qu'il s'agit de dollars courants. C'est-à-dire, pour être plus précis, on aurait dû les rétablir en dollars constants, et on n'aurait pas un chiffre aussi élevé d'augmentation. Mais néanmoins, vous voyez qu'on était dans la guerre froide, on était dans une tendance descendante, bien sûr, à la fin de la guerre froide. Et là, à nouveau, il y a une tendance à l'augmentation des budgets de défense dans le monde. Là, je l'ai pris, le document, excusez-moi, n'est pas de bonne qualité, pourtant c'est un document du CIPRI. Je l'ai néanmoins fait figurer. Et alors, vous voyez les principaux pays en termes de budget militaire. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est les chiffres les plus récents de 2023. Et vous voyez que le principal budget militaire de la planète, ce sont les États-Unis, avec plus de 900 milliards de dollars pour 2023. La Chine, 296, et après vous voyez une série de pays, dont 2 pays de l'Union européenne, l'Allemagne et la France, un pays qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui en matière de défense est dans une situation qui est assez intéressante et un peu complexe à étudier. C'est la situation de nos chers amis britanniques. Parce que ils sont pas dedans, mais en matière de défense, ils sont pas dehors non plus. Alors bon, on essaiera d'explorer un petit peu ce sujet-là, mais voilà, vous voyez que le Royaume-Uni est, de tous les pays européens, celui qui a le plus gros budget de défense.
Bon, le document a une petite faute, là, vous voyez, pour Inde, c'est mal orthographié. Ce qui est très frappant, c'est la hausse du budget de la défense de la Russie. En 2024, on serait pas loin de 140 milliards. Donc, en termes de croissance, c'est de loin le plus. Vous pouvez pointer aussi le budget de l'Ukraine, sachant que l'Ukraine, bien sûr, son budget important nécessité par le conflit lié à l'agression russe sur son territoire depuis 2022, est financé pour partie par des prêts que ce pays fait et pour partie par des dons qui viennent des États-Unis d'Amérique et qui viennent des différents pays européens et aussi des pays d'Asie comme le Japon. Vous voyez aussi en fin de classement des pays qui n'avaient pas jusque-là beaucoup de budget militaire, même très peu. C'est le cas du Japon et de la Corée du Sud. Ce qui veut dire, c'est un indicateur comme quoi il y a des lieux de tension qui ne sont pas qu'en Europe. Voilà une comparaison 2012-2022. Elle est plus intéressante parce que là, il s'agit de comparaison en dollars constants. Donc là, on voit finalement que si les budgets 2022 ont augmenté, la Chine, c'est le cas, aux États-Unis, pas tant que ça, finalement, mais ils sont néanmoins de loin les premiers. Et l'Union européenne, alors l'Union européenne, vous voyez qu'on est à un niveau total qui est assez voisin de celui de la Chine. Donc on pourrait dire, le budget de l'UE à 27, c'est important, c'est bien plus que la Russie. Comment explique-t-on qu'on ait du mal à avoir des politiques de défense et de sécurité qui ne sont pas aujourd'hui encore pleinement efficaces? En regardant ces chiffres, vous êtes en train de vous poser la question en disant les moyens budgétaires sont pas négligeables, et c'est vrai. Donc on essaiera de comprendre un petit peu les raisons de tout ça. Un point d'attention quand on regarde les deux grandes puissances d'aujourd'hui, les États-Unis et la Chine, n'allez pas croire que le budget militaire américain demeure largement 3 fois supérieur au budget militaire chinois. Pourquoi? Bien parce qu'il faut faire une comparaison en ce qu'on appelle en économie des parités de pouvoir d'achat. C'est simple à comprendre. Le GI, il est, vous le comprenez facilement, mieux payé que le soldat chinois. C'est clair. Et néanmoins, c'est un soldat, un soldat. Bon, fabriquer un navire militaire en Chine, ça coûte moins cher que de le fabriquer aux États-Unis. Donc en réalité, la différence en termes réels entre le budget militaire américain et le budget militaire chinois, elle est pratiquement entre la moitié et 2 tiers. Là, le budget chinois serait presque les 2 tiers du budget militaire américain. Voilà. Ne vous noyez pas dans les chiffres, ça sert à rien. Ce qui importe, c'est d'avoir des ordres de grandeur. Retenez, finalement, les deux grands, ils sont pas si éloignés que ça. Et l'Union européenne, qui semble avoir un budget à hauteur pratiquement du budget chinois, eh bien, ce budget total de l'Union européenne, il a un côté un peu fictif, tout simplement parce que l'addition de 27 budgets militaires ne fait pas une politique militaire et de sécurité commune. D'accord? C'est clair? Désolé, je vais le commenter parce qu'au fond, je me dis qu'il n'est pas lisible et pourtant, je tiens beaucoup à ce qu'on regarde ce schéma. Je tiens beaucoup à ce qu'on regarde ce schéma, surtout par les temps qui courent. Voilà. Alors, le titre, c'est là où il y a l'essentiel. C'est des enquêtes annuelles qui sont réalisées. Et regarde, alors, il y a plusieurs tableaux. J'ai sélectionné celui qui est le plus important. C'est qu'on nous dit que 63%, alors, dans ce type d'enquête, il est toujours dit au plan de la validité statistique, c'est que c'est plus ou moins 3%. Bon. Donc, on ne dit pas que c'est vrai à la virgule près, plus ou moins 3%. Mais l'ordre de grandeur est bon. L'ordre de grandeur est bon. 63% des pays de l'Alliance, il s'agit de l'OTAN, les 32 pays de l'OTAN, eh bien, estiment que, attendez, leur pays, mon pays, devrait défendre un autre pays allié si celui-ci était attaqué. Je redis bien le titre, c'est pas mon pays devrait être défendu
par un pays allié, c'est « mon pays devrait défendre un autre pays allié ». Vous voyez bien la distinction, hein? J'insiste. Eh bien, ce qu'on voit pour les 3 dernières années, globalement, la réponse « je suis d'accord avec ce propos », c'est autour des 2/3. 67 en mai 2022, c'était juste après l'entrée agressive de la Russie en Ukraine, on peut le comprendre, on était un peu au-dessus. Actuellement, on est un peu en dessous, à 63%. Donc c'est très majoritaire, il n'y a pas de doute. Vous remarquez en rouge, c'est ceux qui ne sont pas d'accord parmi les personnes enquêtées. Encore une fois, un échantillon bien représentatif, une qualité statistique qui est bonne. Eh bien, c'est 11% et ce taux ne varie pas d'une année sur l'autre. C'est-à-dire, il y a 11% de gens, et c'est leur droit, qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Et ce qui est assez rare dans ce genre d'enquête, c'est qu'il y a 5% seulement qui disent « eh bien, je ne sais pas ». C'est pas courant d'avoir ça. Par contre, on est sur un sujet qui est sacrément impliquant. Hein, dire moi je souhaite que mon pays aille défendre un autre pays de l'Alliance, Bigre, vous êtes en train de dire oui, mais il y a des risques, hein, c'est pas évident. Alors c'est du côté de ceux qui sont ni d'accord ni pas d'accord, qui sont hésitants, et on peut les comprendre. Vous voyez, c'est là où il y a un peu de différence. Donc, vous voyez que quand même, dans ce qui est par rapport parfois dit par certains analystes, cette enquête, elle a un côté, je dirais, quand même, assez, j'ose presque le terme, assez rassurant. Finalement, les citoyens des différents pays, eh bien, dans la mesure où il y a une alliance, eh bien, on est d'accord pour respecter les termes de cette alliance. Ouais. J'ai été, je vous le cache pas, assez surpris par les niveaux de résultats. Bon. Alors maintenant, et en m'excusant pour ceux qui sont loin, parce que ça doit être complètement illisible, vous allez dire quels sont les pays qui sont les plus d'accord avec cette affirmation. Les plus d'accord, alors vous ne pouvez pas les lire, je vais vous les énoncer, et vous n'allez pas être étonnés. Ce sont les pays du nord et du nord-est de l'Europe, c'est-à-dire la Lituanie, la Pologne, la Finlande, la Norvège, etc. Donc tout pays relativement proche de ce qui est considéré comme un risque militaire et de sécurité réel. Hein, et c'est chez eux qu'on a entre 72 et 80% de réponses « oui, oui, notre pays doit aller défendre un autre allié s'il est attaqué ». D'accord ? Bon. Je suppose que vous n'en êtes pas étonné de ce chiffre-là. À l'autre extrémité, qui on a ? Des pays d'abord qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont membres de l'OTAN. C'est des pays de l'ex-Yougoslavie, la Macédoine du Nord, le Monténégro. Bon, en clair, si j'étais un peu grossier, je dirais, on n'a pas grand-chose à faire, quoi. C'est pas nos oignons, hein, en quelque sorte. Bon. Vous avez aussi des pays qui sont très éloignés. Les Islandais, là-bas au nord de l'Atlantique, ils se considèrent comme peut-être pas très concernés. Des pays pourtant dont la politique, tout au moins de leur gouvernement, n'est pas forcément si favorable que ça à faire jouer ce type d'alliance, comme la Hongrie. Même en Hongrie, vous voyez, on a une courte majorité, 51%, qui se disent d'accord avec cette affirmation, ce qui n'est pas négligeable. Notre pays est un peu au-dessus, sans être parmi les plus élevés comme taux. Et ce qui m'a surpris, c'est du côté, ils sont au même niveau Canada et États-Unis. Canada et États-Unis, qu'on décrit comme isolationnistes en termes de tendance, eh bien, ils sont tout à fait dans la moyenne de tous les pays de l'OTAN, avec 63%, c'est la moyenne actuelle en 2024, des pays qui sont d'accord pour que leur pays, le Canada ou les États-Unis, aillent défendre un autre allié si celui-ci est attaqué. Et par les temps électifs qui sont les nôtres, c'est pas inintéressant d'observer ça. Et il n'y en a que 10% qui disent « non, non, je ne suis pas d'accord ». Bon. On revient à des choses un peu plus grosses. Hein. Bon.
pour avancer dans ce propos introductif, divers points de vue qui sont souvent teintés d'inquiétude, hein, et j'ai pris alors dans des auteurs français. Alors là, une phrase de Thomas Gomard, on l'a cité, hein, son livre « L'accélération de l'histoire ». Alors quand on prend une citation comme ça peut vous sembler une citation tellement laconique qu'elle n'a pas vraiment de valeur. L'Europe n'est pas capable d'assurer sa propre sécurité. Dit comme ça vaut pas grand-chose, j'en conviens. Simplement, ce que je vous dis pour plaider dans le choix que j'ai fait, c'est que Thomas Gomard le fait à l'issue d'une longue démonstration. Hein, et il en arrive à cette phrase. Bon, je vous rappelle, c'est le directeur de l'IFRI. Un auteur qui a une très très belle plume, un essayiste. Vous voyez parfois des textes de lui dans le quotidien Le Monde, hein, notre quotidien un peu de référence, qui est Éric Le Boucher. Éric Le Boucher, regardez sa belle phrase, construite sur le doux commerce. Alors le doux commerce, j'aurais dû le mettre entre guillemets particulièrement, vous savez, c'est l'expression de Montesquieu, hein, dans le siècle des Lumières, le doux commerce. Construite sur le doux commerce, l'Europe ne dispose pas des deux glaives du XXIe siècle, la technologie et la défense. Et dans le même sens, on retrouve notre ami Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman, qui dit à peu près la même chose. L'Union européenne doit rompre avec un mercantilisme béat. Alors quand il dit mercantilisme béat, ça concerne qui ? Et nos amis allemands, bien sûr, et un peu les Hollandais aussi, mais enfin surtout les Allemands, doit rompre avec un mercantilisme béat qui refusait de prendre en compte l'évolution du contexte international, marqué par le retour brutal des rapports de force. Et là, où on retrouve un peu la citation de tout à l'heure, il en conclut de manière très brève et ramassée, il en va de l'avenir de l'Union européenne. Et oui. Bon, comme c'est des très bons auteurs, là aussi, c'est pour ça que je les ai mis en citation. Il y a d'autres auteurs qui ont un regard tout à fait fondé. Charles Fries, qui est un diplomate important, qui a une des fonctions actuelles à Bruxelles importantes, et lui, il est très sensible à la manière dont l'Europe a su être réactive toutes ces dernières années et ces derniers mois, et ce qui est vrai d'ailleurs, avec des décisions prises à l'unanimité à 27, et il dit l'UE a su réagir vite et fort, les sanctions, etc. Bon. J'en termine en disant que, bien sûr, il y a l'Ukraine, bien sûr, c'est le point chaud pour nous, dans notre continent, mais outre l'Ukraine, il y a d'autres foyers majeurs de tension, et vous les connaissez bien, ils font bien sûr largement l'actualité. C'est le Moyen-Orient, et avec un conflit dont tout un chacun se demande quelle dimension il pourrait prendre dans les semaines ou les mois qui viennent, bien sûr. Et c'est l'Asie-Pacifique envoyant un certain nombre de points qui ont tendance à se réchauffer de plus en plus aujourd'hui. C'est la question des deux Corées et au-delà, puisque la Corée du Nord est présente ailleurs que dans son propre territoire. C'est la question de Taïwan, avec les grandes manœuvres qui se sont déroulées autour de l'île il y a quelques jours, en quelques semaines. Et c'est la question de la mer de Chine méridionale, dont vous êtes devenu très largement expert, puisqu'on en a parlé à 2 ou 3 reprises l'an dernier. Donc vous vous souvenez tout ça par cœur, bien sûr. Ah oui, pardon. Ce que Thomas Gomard dit d'ailleurs, et qui me semble tout à fait juste, c'est que chacun de ces points chauds, c'est pas un isolat. C'est pas un isolat. C'est-à-dire, il y a des interférences ou des interactions qui se déroulent entre ces différents points chauds. Un exemple tout simple, la présence par exemple de troupes de Corée du Nord sur le front ukrainien. Vous savez que je suis un accro des caricatures de Chapat, le célèbre caricaturiste suisse, un peu cynique parfois, mais bon, là aussi, voilà, pour illustrer ces points chauds du monde, c'est Poutine qui conduit son char vers une ville ukrainienne
Et la légende, vous la voyez, vous êtes libérés du nazisme. Là, vous la reconnaissez, cette femme qui a un caractère assez extraordinaire. C'est Maia Sandu, donc c'est la présidente moldave qui a été réélue avec 55% des voix, malgré une pression terrible des potentats pro-russes dans son territoire, malgré toutes les formes possibles et imaginables de manière de truquer les votes, etc. Mais bon, on a su résister. Une manière d'ailleurs de voir que autant je l'avais déjà dit ça l'an dernier, dans l'Europe du départ, on parle beaucoup des pères de l'Europe. Dans l'Europe aujourd'hui, et notamment sur les questions de sécurité, heureusement qu'il y a les femmes de l'Europe. Voilà, on vient de montrer les points chauds. Là, c'est une manière un peu autre de regarder le Moyen-Orient. C'est pas autour d'Israël, du Sud-Liban, de Gaza ou du conflit Israël-Iran. C'est regarder ça de manière géopolitique avec toutes les difficultés. Peut-être c'est un sujet qu'on regardera dans... Vous savez, là, il y a une rubrique questions d'actualité que l'UTL propose et qu'on essaiera de regarder avec effectivement ce qui se passe autour du Yémen et des Houthis et toutes les difficultés militaires et économiques qui se pointent autour, pas seulement du détroit d'Ormuz, mais en particulier dans le détroit de Bab el-Mandeb, là ici. Et là, ici, pour terminer avec les photos, on est dans le détroit de Formose. Donc là, voilà un point chaud par excellence. Alors, pourquoi c'est un point chaud ? Parce que vous savez que la Chine de Xi Jinping rêve de réunifier Taïwan à la Chine, mais c'est par là que passe 40% du commerce mondial, et notamment vers notre continent. Alors, un petit coup d'eau. Pas trop vite. Bon. Alors, on va poser nos problématiques. Problématique, c'est un questionnement qui va nous guider pour la suite de nos travaux. Le premier point, qu'on va se poser, c'est pourquoi une politique de défense européenne est-elle venue aussi tardivement ? C'est une question importante à se poser. Et on va voir que derrière cette question, ça apparaît ce qu'on appelle généralement, chez beaucoup d'auteurs, les dividendes de la paix. Bon, vous verrez, il y a un certain nombre de points que l'on va voir. Et on ne fait que les énumérer rapidement, puisque là, c'est uniquement l'énoncé de la problématique. Eh bien, le retour sur le passé, c'est bien sûr de se souvenir de ces événements des débuts des années 50, l'échec de la communauté européenne de défense. Communauté européenne de défense, c'est-à-dire que la question de la défense, c'est pas d'aujourd'hui seulement. On avait connu un échec sur ce sujet-là. Alors, c'est pas parce que j'aime bien l'histoire, c'est pas pour ça que je vais vous infliger ça, c'est que comprendre les questions de défense d'aujourd'hui, ça passe par la relecture de cet épisode qui est fondamental. Bon, à la suite de ça, on va comprendre que la défense, de fait, elle a été confiée au grand allié américain avec le traité de l'OTAN. Bon, et donc que l'Europe, elle s'est construite autrement. L'Europe, c'est autour de priorités économiques. D'ailleurs, elle s'appelait, avant d'être Union européenne, la Communauté économique européenne. Et avec un grand marché unique, libre circulation des biens, des services, des personnes, des capitaux. Mais pas uniquement. On verra en particulier, à partir de tout ce qu'a initié dans la période des années 90 Jacques Delors, que ça ne se réduit pas à uniquement une Europe marchande. Chez les commentateurs, vous allez dire, dividende de la paix, le continent. Vous voyez parfois des analystes qui vous disent « Ah oui, le continent, depuis plus de 75 ans, avait connu la paix. » Oui. Est-ce que c'est exact ? Non. Je ne parle pas des conflits qui ont un aspect peut-être plus
internes comme les terribles événements d'Irlande. Hein. Non, je parle de tout ce qui s'est passé dans le drame de l'ex-Yougoslavie qu'on a minimisé et où pendant des années, pratiquement de 92 jusqu'à 2004, il y a eu des dizaines de milliers de morts sur le continent européen. Donc dire qu'il n'y a pas eu de conflit jusque-là en Europe, c'est faux. Deuxième aspect de notre problématique, eh bien, est-ce qu'il y a eu un réveil progressif de l'Europe ? Oui, mais encore une fois, le mot qui est important là-dedans, c'est progressif. Hein, ça ne s'est pas fait très très vite. Ça s'est fait avec un certain nombre d'étapes, et on va essayer de comprendre chacune, avec bien sûr des points qui sont fondamentaux, notamment la réunification de l'Allemagne après la chute du mur de Berlin, et puis progressif parce que notre chère Europe, elle a des hauts et des bas. Il y a des moments où ça avance et puis d'autres moments où ça n'avance pas très bien. C'était le cas avec notamment le rejet de la Constitution, enfin du projet de Constitution. On n'est pas les derniers en France, peut-être à cause de ce rejet. Bon, alors je m'ai rattrapé par le traité de Lisbonne, on essaiera de comprendre ce que veut dire le mot rattraper. Une Europe qui a connu des crises financières. Alors vous allez dire crise financière, c'est pas tout à fait notre sujet. Oui et non, parce qu'en réalité, les crises financières, elles traduisent quelque chose d'important, c'est la difficulté des solidarités à l'intérieur de l'Europe. La manière dont on traitait les Grecs et les Irlandais, ça manifestait pas la plus grande solidarité à leurs égards. Hein. Il faut voir les mots qui ont été utilisés par certains gouvernements à leurs égards. Bon, on pourrait, avec le recul, trouver que même s'ils ont commis bien des fautes et bien des erreurs dans la gestion de leurs finances publiques, que ça traduit quelque chose qui est bien négatif. Alors heureusement, quand ça va pas bien, il y a des institutions et des personnes qui font le boulot. Alors ça a été le rôle de la Banque Centrale Européenne, et avec quelqu'un d'assez génial, déjà à l'époque, qui était celui qu'on a appelé depuis Super Mario Draghi, qui était le président de la Banque Centrale Européenne, et qui va remettre de l'ordre dans la maison Europe. Et il y en avait besoin. C'est lui qui est l'auteur Whatever it takes, hein, quoi qu'il en coûte. C'est pas notre président qui l'a inventé, hein, c'est lui bien avant. L'Europe, alors, elle va aussi avoir parfois un peu des œillères. Elle va pas du tout prêter attention à ce qui se déroule sur les lointaines périphéries du continent. Ce qui se passe dans le Caucase, par exemple. Hein. La Tchétchénie, c'est loin, ça ne nous concerne pas. Hein. Ou ce qui se passe en Arménie, ou ce qui se passe en Géorgie. Donc, assez vite, Poutine va comprendre, il y a déjà presque largement 20 ans, qu'il pouvait faire des choses avec les mains libres. Et c'est là où on revient à nouveau, encore une fois, à cette phrase de Thomas Gomard, l'accélération de l'histoire, elle tarde à être perçue. Hein. Ça, on n'a pas regardé ni là où il fallait, ni l'importance des événements. Et puis, comme c'est souvent le cas dans l'histoire européenne, il va y avoir des choses qui n'ont pas de lien direct avec la partie défense. Il va y avoir le Brexit, il va y avoir la Covid, et enfin la guerre en Ukraine. Et c'est bien sûr ce point majeur qui retiendra notre attention. Et c'est là où on va voir qu'à travers ces inattendus, parce que tous ces points-là qu'on évoque, ils n'étaient pas attendus, une Europe qui va devenir progressivement, et en particulier pour le dernier point, qui va devenir réactive. Ah, je suis pas là. Hein. Enfin. Défense. Troisième point de notre problématique, c'est de se demander quel est l'état des lieux. Alors, quel est l'état des lieux ? Je ne vous saoulerai pas trop avec des textes de droit. Bien sûr, il y en a, hein, mais donc il faut connaître certains d'entre eux, les principaux, les basiques. Mais on va se demander quel est l'état des lieux. L'essentiel, si vous voulez, c'est autour de l'article 42 alinéa 7 du traité de l'Union européenne. Cet article 42.7, il dit, pas à la virgule près, mais presque, ce que dit l'article 5 du traité de l'OTAN. Alors ça,
la presse en a pas mal parlé. En gros, c'est l'article 5, si un pays de l'Alliance est attaqué, les autres viennent à son secours. Ben, l'article 42.7 pour l'Europe, il dit la même chose. Simplement, les pays de l'Europe, même les pays de l'Europe, ils croient qu'à moitié. Alors qu'à l'intérieur de l'OTAN, vous avez vu, on y attache peut-être plus d'importance. Bon. Qu'est-ce qu'on a regardé comme état des lieux? Ben, un certain nombre de réalisations. Alors, dans les réalisations, en ce qui concerne les politiques de défense, ben, il y a quelques passages obligés. On regardera un document qui a été commencé à être préparé avant février 2022, mais qui a été prolongé ensuite. C'est ce qu'on appelle la boussole stratégique. Alors, une boussole stratégique, c'est pas inintéressant, c'est-à-dire c'est la manière dont les 27 se sont mis d'accord sur, au fond, une question assez simple dans son énoncé, mais complexe quand on y rentre dedans, c'est quels sont les risques aujourd'hui? Qu'est-ce que nous risquons, nous, Européens? Alors voilà, ce qu'on appelle la boussole stratégique. Et puis après, il y a eu un certain nombre d'autres choses qui ont été mises en place, des procédures, des outils, des moyens, etc. Vous pouvez penser au Fonds européen de défense, vous pouvez penser à la Facilité européenne pour la paix, qui, comme son nom ne l'indique pas tout à fait, est en réalité un budget européen destiné à financer de l'armement. Dans tout cet état des lieux, il y a un point très important, c'est de se dire, faire un point sur la volonté commune. Alors la volonté commune, si on prend la manière dont les principaux acquis européens ont été votés, jusque-là, on a voté à 27. Parfois, il y en a quelques-uns qui se sont fait un peu tordre le bras pour signer, mais jusque-là, ça a été signé à 27. Même M. Orban, il faut dire que Mme von der Leyen lui avait fait comprendre il y a 10 milliards d'euros de crédits qui vont vers la Hongrie, mais si vous ne signez pas, vous ne les aurez pas. On peut appeler ça du chantage, moi j'appelle ça du pragmatisme, mais ça revient au même. Pour comprendre l'expression, c'est-à-dire il y avait eu une procédure européenne parce que l'état de droit, contrairement à ce qui est fixé par les textes et traités, n'était pas respecté tout à fait en Hongrie, et notamment sur l'indépendance judiciaire. Et dans les budgets très importants qu'avait voté l'Europe pour financer la sortie du Covid, ou de la Covid, je ne sais pas comment c'est masculin ou féminin, il y avait 700 et quelques milliards d'euros qui avaient été votés, dont une partie allait vers un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Les Polonais s'étaient fait tordre le bras un peu moins, mais ils avaient accepté. Les Hongrois avaient dit « Ah non, non, on est souverain, on décide ce qu'on veut ». La Commission avait dit que c'est elle qui diligentait les procédures. Très bien, très bien. Bon, attendez, quand vous serez mieux disposé, on verra. Et là, en l'occurrence, quand il s'est agi d'arriver à l'heure de vérité, M. Orban a dit « Bon, finalement, oui, je vais signer ». Comme quoi, il faut être habile. Bon, donc la question qui est derrière, vous le comprenez avec la petite passe d'armes entre la Commission et un chef de gouvernement, celui du gouvernement hongrois, c'est derrière qui est une question qui est permanente en Europe, c'est la part qui relève de l'intergouvernemental, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève de ce qui est chef d'État et de gouvernement, c'est-à-dire l'Europe des nations, et puis ce qui relève davantage de la part fédérale, qui est beaucoup plus portée par la Commission et le Parlement, ou qui aimerait bien que de plus en plus de décisions relèvent d'une décision plus fédérale, y compris avec des majorités qualifiées. Alors je vous remets un schéma qui est bien connu, classique, vous voyez la Commission européenne, mais la Commission européenne est là pour suivre un certain nombre de grandes impulsions décidées par le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, voilà. Mais on sent en permanence que ce schéma, sur le papier, il est très bien. En réalité, c'est pas toujours si simple, que chacun a envie d'afficher plutôt
c'est pas une question d'ego d'abord, contrairement à ce qu'on croit. Hein. C'est pas ce qu'on avait lu tout à l'heure, Madame von der Leyen qui fait un coup d'État, c'est pas ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a depuis très longtemps, il y a ceux qui veulent aller vers une construction européenne de type davantage fédéraliste et ceux qui sont un peu frileux et qui disent non, non, le dernier mot, ça doit toujours être les États. Hein. Bon. Et le Parlement qui va plutôt vers une tendance fédérale. Vous avez corrigé 705 depuis les dernières élections. On est à 730, mais vous aviez déjà corrigé par vous-même. Hein. Vous savez que c'est le Premier ministre hongrois qui est actuellement, puisque vous savez que tous les 6 mois ça change, un président de l'exécutif, et alors il est arrivé à la dernière réunion du Parlement avec ça, bien affiché derrière lui, « Make Europe Great Again », vous voyez d'où ça peut venir, hein. Bon, et faisant un discours qui manquait sérieusement de nuances, et pas très apprécié de ses collègues et de la Commission, parce que, bien, effectivement, il avait été faire un tour à Moscou pour présenter ses salutations très, très, très amicales à Poutine, et ce qui n'avait pas été très apprécié. Alors voilà, vous voyez, ça fait penser à la poignée de main entre Donald Trump et Kamala Harris, un peu, et le sourire un peu crispé d'Orban. Alors, à la suite de propos qu'il avait tenus à Moscou, voilà ce que la présidente de la Commission lui a rappelé. Il y a encore certains qui blâment cette guerre non pas sur l'envahisseur, mais sur l'envahi. Alors, je veux leur demander, blâmerait-il les Hongrois pour l'invasion soviétique de 1956 ? Blâmerait-il les Tchèques et les Slovaques pour la répression soviétique de 1968 ? Nous, les Européens, pouvons avoir des histoires et des langues différentes, mais il n'existe aucune langue européenne dans laquelle la paix est synonyme de reddition et la souveraineté synonyme d'occupation. Au pied levé, c'est pas mal hein, comme réplique. Moi, je n'aurais pas su faire ça. Toujours dans notre problématique, et puis on va arriver au bout, et puis je crois que ça sera bien pour aujourd'hui. Problématique toujours, ce sera de voir dans les politiques européennes la question autour des questions et limites. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on voit bien que même si on souhaiterait que la paix revienne sur le continent, eh bien, la nécessité de politique de défense face à bien des tensions qui sont particulièrement vives et fortes, et dont on connaît la provenance, c'est de voir que notre Union européenne, elle est confrontée à un certain nombre de questions fortes. Parmi ces questions, il y a celle des finances publiques. Certains États européens, notre pays par exemple, qui est soit dit au passage, qui est un faible contributeur auprès de l'Ukraine en termes de soutien à l'armement. Oui, je dis bien un faible contributeur. Notre pays, il est avec des budgets contraints. Je ne vois pas très bien d'où il sortirait des moyens pour aller de l'avant. Des industries d'armement très dispersées. Bon, là aussi, il y a une limite. Je crois qu'en matière militaire, il y a un modèle de char qui est décliné en différentes versions aux États-Unis, char Abrams. Il y a 17 modèles en Europe. Pour vous donner un exemple. Les niveaux de soutien des opinions publiques en Europe, même si on a vu l'enquête tout à l'heure, qui semble intéressante, les opinions publiques, elles peuvent changer, elles peuvent varier. Il y a la question très importante, qui est souvent évoquée par certains auteurs de manière assez pertinente, c'est la question de l'Europe puissance, c'est-à-dire une Europe qui ait une certaine autonomie stratégique. Et demain, cette question, elle va revenir probablement. Ou bien une Union européenne qui serait, et c'est possible aussi, le pilier européen de l'OTAN, ce qu'elle est aujourd'hui, actuellement. Bon. Et puis, j'y reviens pas puisqu'on l'a évoqué, quelle volonté américaine après le 5 novembre ? Ah oui, celle-là, on l'avait déjà vue. Ça pose la question, et puis ça on y verra
peut-être un peu plus clair dans les mois qui viennent, l'avenir de la politique de défense de l'Union européenne. Alors évidemment, c'est une question à aborder avec beaucoup de prudence, hein. J'aurais beaucoup de mal à m'y risquer. On a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est il y a pas longtemps, Mark Rutte, vous voyez peut-être qui c'est quelqu'un qui a été Premier ministre des Pays-Bas pendant pas mal d'années, un grand monsieur à lunettes, encore assez jeune, c'est le nouveau secrétaire général de l'OTAN. Hein, il a succédé à un Norvégien, Stoltenberg, et il a écrit des choses assez intéressantes. Donc, bon, le tout, c'est de savoir que ce qu'il a écrit il y a quelques jours, c'est des choses qui vont être pertinentes dans quelques semaines, hein, on ne sait pas. Mais bon, il commence à apparaître quelques écrits sur un sujet comme celui-là. Encore une fois, il faudra être bien prudent. Le voilà, Mark Rutte. Et puis, je lui ai mis en vis-à-vis, hein, c'est mon penchant un peu féministe. Alors, vous la connaissez pas, oh, femme admirable, l'ancienne première ministre de Lituanie, Kaja Kallas, peut-être pas le nom le plus connu, une femme aussi à poigne, qui est très, très anti-Poutine. Je crois qu'il y a même un mandat d'arrêt contre elle en Russie. Dire qu'elle n'est pas persona grata là-bas. Hein. Bon, ce qui montre aussi d'ailleurs, vous voyez ce qu'on a vu, quand on a vu cette enquête, ces pays ex-républiques de l'ex-URSS, que sont les républiques baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, ben ça donne aujourd'hui des profils de personnes politiques qui sont les plus actives, hein, par rapport à cette agression venue de l'Est et où elles tiennent à affirmer une Europe qui soit capable de se défendre. Voilà, donc il nous resterait 2-3 minutes, mais ce serait dommage. Là, une fois qu'on a énoncé la problématique, la prochaine fois on démarrera sur cet échec de la CED et les dividendes de la paix. Commencer tout de suite cette partie aujourd'hui, ça me semblerait peut-être pas très utile. Je veux que dans un quart d'heure à peine, vous avez la chance de connaître davantage ce qui se passe en Iran avec Bernard Orcade, qui est un très bon spécialiste de ce pays, et ça fait la troisième séquence de ce que l'UTL vous propose sur l'Iran. Voilà, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.